bonjour. On va essayer de ne pas vous endormir. Je sais que c'est la fin de journée qui fait chaud et qu'on a tous envie d'entrer chez soi. Donc, Thierry Dupio, je travaille pour RDC. J'ai envie de dire souvent quand je présente l'entreprise, on est un petit peu les enfants du 11 septembre, parce que l'entreprise est née juste après sur un sujet bien grave, d'être capable d'identifier des gens qu'on n'a pas obligatoirement identifiés avec les outils du moment et les processus du moment. Et il y a plein de raisons à ça, mais avant de parler de choses graves, et que ça marche, peut-être. Le vert. Ouais, le gros. Voilà, celui-là. Donc il y a 3 mois, je pense que tout le monde était un peu heureux ici. Il faisait beau, il faisait chaud, plein de gens étaient contents. Peu importe l'endroit où nous vivons dans le monde. Beaucoup de Français étaient heureux. Mais souvenez-vous, si on revient 20 ans en arrière, c'était à peu près les mêmes sentiments. Il y avait la même joie en 98, la première étoile. C'était un petit peu meilleur pour un rugbyman comme moi, parce que nous avions gagné le Grand Chelem, ce qui est un truc qu'on a a priori oublié depuis quelques années maintenant. Pour autant, il y a 20 ans, on vivait dans un autre monde. Si vous vous souvenez quels étaient les projets portés par les banques à cette époque-là, il y avait 2 grands projets. Être capable d'adresser le bug de l'an 2000, à 2 ans près, et être capable de gérer le passage à l'euro, qui était déjà une réalité pour le métier professionnel et qui allait devenir très rapidement une réalité pour le retail. Ces 2 grands projets, si vous regardez les comptes rendus d'activité des banques de l'époque, c'était chargeable facilement, trouvable facilement. On ne parle pas de compliance. Quand on parle de risque, on parle de ces 2 sujets-là. C'est assez intéressant. Maintenant, c'est normal parce qu'il y a 20 ans, on vivait dans ce monde-là en termes d'informatique. En 98, il y avait 700 000 utilisateurs d'Internet en France. Il y avait 35 millions d'utilisateurs de Minitel. Données de 98. On vivait dans un monde d'Internet qui était à 56K. On est loin du gigabit d'aujourd'hui sur du câble. Ce qui est surprenant, c'est que depuis 98, il y a pas mal de choses qui se sont passées dans le monde. Des choses graves, des choses bonnes, des choses mauvaises, des choses qui nous ont heurtés, des choses qui nous ont coûté de l'argent, des choses qui nous ont coûté des vies, puis des choses agréables comme ces 2 victoires champions du monde. Tout ça impacte le métier du banquier, le métier des institutions financières et nous impacte nous, fournisseurs, qui sommes là en charge de les aider. Alors beaucoup de gens ont parlé là depuis plusieurs interventions de l'impact de la compliance, de la masse d'informations. 2-3 petits chiffres qui n'ont pas été donnés, mais il y a à peu près 750 régulateurs globaux qui s'occupent de voir ce qui se passe. Et depuis 2009, il y a eu 54 000 documents réglementaires qui ont été émis dans le monde par ces 750 institutions. Juste pour donner d'autres volumétries, au-delà des amendes qui ont déjà été citées, des budgets moyens, un truc qui est intéressant, c'est que 80% du budget de l'AML est constitué de processus manuels, mais on en a déjà pas mal parlé. Alors, pourquoi c'est si difficile ? Il y a un paradoxe quand on parle de ces genres de sujets-là. Le paradoxe est assez simple. Quand on regarde le monitoring des transactions, on est sur quelque chose d'excessivement automatisé. Aujourd'hui, on ne fait plus ce genre de monitoring de façon manuelle dans aucune institution financière. Quand on se pose la question de vérifier l'identité de quelqu'un, les acteurs précédents ont parlé beaucoup de comment automatiser ces choses-là, parce qu'effectivement, le process est encore beaucoup manuellement. Je parle bien des faits, je ne parle pas de la réalité des offres du marché, mais la tendance est assez forte d'aller vers l'automatisation. C'est assez poussé par les fintechs qui nous obligent à bouger énormément sur ce sujet-là, parce qu'ils ont embrassé ces aspects-là dès le début. Par contre, dès qu'il s'agit de savoir à qui on a affaire en termes de background, on est sur des process manuels. Le premier intervenant, Grégory, je crois, je les ai comptés, a cité 6 fois Google dans sa présentation sur ce sujet. 6 fois. On y reviendra. Ce qui est assez paradoxal, c'est que plus vous connaissez un client, plus vous connaissez ce qu'il est, plus vous automatisez, et moins vous le connaissez, plus vous êtes sur des process manuels. C'est assez intéressant comme remarque. C'est un sacré paradoxe. Alors effectivement, il y a aussi d'autres acteurs qui en ont fortement parlé sur comment je connais mon client. On parle de liste de sanctions, on parle de personnalité politiquement exposée. J'ai envie de dire c'est le minimum. C'est le minimum pour savoir qui est mon client. C'est même parfois un petit peu trop tard. Quand un criminel est sur une liste de sanctions de l'ONU ou de l'OCDE ou de l'Union européenne,
c'est peut-être un peu trop tard pour se poser la question de savoir s'il faut continuer à faire du business avec cette personne ou pas. Bien sûr, c'est réglementaire. Bien sûr, on doit s'en inquiéter, bien sûr, on doit s'en préoccuper, bien sûr, on doit vérifier ce genre d'informations-là. Mais en termes de business, en termes de risque, d'exposition de l'institution vis-à-vis de son marché, de ses clients et des régulateurs, est-ce que c'est peut-être pas un peu trop tard? De la même manière, une personne politiquement exposée ne fait pas d'elle une criminelle. Certains, je vous l'accorde, on a des noms, mais la plupart, a priori, à défaut d'autres informations, ne sont pas obligatoirement des criminels. C'est pour ça que c'est le minimum. Et effectivement, ce qui fait difficulté, c'est comment je vais trouver la pomme pourrie dans un étal de pommes. Comment je vais fondamentalement trouver un criminel parmi l'ensemble des informations qui sont à ma disposition. Et c'est ça qui est difficile. Parce que, c'est une citation, il y a un nouveau chef exécutif chez BBVA, mais en l'occurrence, cette personne-là a indiqué cette information qui est très claire. Aujourd'hui, nous sommes dans une surabondance d'informations. Regardez l'accès mobile sur nos téléphones mobiles. Nous sommes en permanence connectés à chercher de l'information. Ça évolue, ça grandit, c'est exponentiel. Et dans le même temps, comme nous sommes sur des processus manuels pour chercher cette information, les ressources ne sont pas exponentielles. On peut avoir la tentation d'avoir des personnes dans des pays à faible coût, soit en Europe ou plus lointain, pour pouvoir être capable de gérer ça de façon plus large, de façon manuelle. Pour autant, la différentielle entre l'information disponible et la capacité à gérer va en grandissant et ça ne va pas en s'améliorant. Encore une fois, 54 000 nouvelles régulations sur ces quelques dernières années. Je vous ai juste donné un petit comparatif entre la taille que représente un roman et les 2/3 de production d'information mondiale en ce moment. Il y a un rapport de 12-0. 12-0. C'est comme la différence entre la taille d'une fourmi et le diamètre du soleil. Et ça ne va pas en s'arrangeant année après année. 20 ans après, Minitel. Donc la bonne question, à un moment donné, c'est où se situe votre niveau d'automatisation sur ces sujets-là. Alors, j'ai pas de problème sur la transaction, on en a déjà parlé, vous êtes fortement automatisé, tout va bien. Sur l'identification, il y a des acteurs qui sont intervenus tout à l'heure, qui ont présenté comment automatiser l'identification, voilà, on sent que le mouvement est là. Pour autant, sur tout ce qui est bad news, adverse media, negative news, on est sur des process manuels. Alors, Thierry, on pourrait se dire à ce niveau-là, il y a plein de sources d'informations pour trouver ça. Il y a Google. Oui. Il y a Google, on a mentionné plein de fois. Alors, on va essayer d'entrer dans le 21e siècle. Google est un acteur du 21e siècle, il n'y a pas de débat. Donc, rentrons dans le 21e siècle. Le problème de Google, c'est celui-là. Vous tapez ce genre de requête sur Google, c'est facile. 615 000 résultats en 0,32 secondes. Waouh, superbe. Mais c'est redondant. Tous les journalistes reprennent les mêmes articles que leurs confrères. Et puis, est-ce qu'en première page, l'information pertinente de ce qui s'est passé il y a 2 semaines auprès de cette banque va être en première page de votre requête? Est-ce que vous n'allez pas trouver une information qui a 10 ans d'âge? Est-ce que vous n'allez pas trouver une information qui est totalement obsolète? Est-ce que vous n'allez pas trouver une fake news? C'est toutes ces bonnes questions. En quoi c'est auditable? En quoi c'est duplicable? En quoi c'est scalable? On reste encore une fois sur un process manuel. Google est pratique pour ça. On l'utilise au quotidien. Ma fille de 7 ans l'utilise. Pour autant, à son âge, c'est pertinent. Nous sommes dans un monde professionnel. Nous sommes dans un monde où nous avons besoin d'avoir des traces d'audit. Comment peut-on auditer un moteur de recherche? Et puis, je vais finir juste sur ce point-là. Pas trop en dire sur ce genre d'outils. Faites l'exercice. Amusez-vous. Utilisez un VPN. Videz votre cache. Faites la même requête. Prétendez être dans des pays différents et vous verrez les résultats de Google, c'est assez surprenant. Alors, l'idée de base, c'est de retourner à la source. Retourner à la source, c'est... Oups, je vais essayer de ne pas casser ça. Pardon. Retourner à la source, c'est se préoccuper de quelle est l'information dont j'ai besoin. Et l'information dont j'ai besoin, elle se trouve dans les articles de presse, elle ne se trouve pas ailleurs. Le seul sujet, c'est comment je fais. Comment je fais dans cette montagne d'informations pour trouver. Alors, on va essayer de travailler ça à large échelle. Et c'est là où, très clairement... Oui, donc concrètement, comment ça marche? Concrètement, comment ça marche, c'est ça. Quand on s'appelle RDC et qu'on est né après le 11 septembre pour essayer de trouver finalement une aiguille dans une meule de foin, savoir
pourquoi je dois me préoccuper de ce criminel, pour quel crime je dois m'en préoccuper, ben, je le fais à large échelle. C'est-à-dire, je vais scanner quotidiennement 100 000 sources d'informations. 100 000 sources d'informations, ça veut dire 100 000 sources de type journaux. Les fake news, elles sont dans Twitter. Les fake news, elles sont dans Google. Les fake news, elles sont dans Wikipédia. Tout ça, ce sont des informations qui sont modifiables, qui ne sont pas auditables. Ce n'est pas des endroits où je vais chercher de l'information pertinente pour prendre la décision. Donc, je vais chercher de l'information dans les organes de presse. Je vais chercher de l'information dans les organes de presse qui peuvent être très régionaux, très locaux, internationaux, nationaux, des agences de presse. C'est là où je vais chercher cette information. Et puis, vous savez, j'en discutais avec quelqu'un tout à l'heure, aujourd'hui en Europe, quelqu'un qui veut acquérir la nationalité européenne, il va à Malte ou à Chypre, ça coûte 1 million d'euros, 1 million et demi d'euros. En toute légalité, cette personne a un passeport européen. Pour autant, le background de cette personne, il est peut-être à voir dans un pays en dehors de l'Union européenne. Je ne veux pas en citer, mais vous imaginez en tête, il y a un certain nombre d'articles sur ces sujets-là, sur comment certains oligarques obtiennent la nationalité chypriote facilement. Donc l'information, elle n'est pas obligatoirement en France concernant un compte français. Elle peut être à l'autre bout du monde, dans une autre langue, dans un autre alphabet. Donc tout le process d'automatisation concerne bien évidemment à aller scanner ces 100 000 sources, à latiniser ces informations-là, les mettre dans un langage commun, de manière à ce que derrière je sois capable d'aller rechercher cette information de façon intelligente, mais l'information, le document, ce dont j'ai besoin à un instant T. C'est tout le travail d'automatisation et d'analyse sémantique que nous faisons pour y arriver. Donc voilà à quoi ça ressemble. En haut à gauche, c'est l'analyse sémantique d'un article. Donc la machinerie va mettre en surbrillance, j'essaye de parler français, les informations qui sont pertinentes pour caractériser un événement, pour caractériser un risque, pour être capable de dire voilà l'événement sur lequel je dois me pencher. Et puis derrière, c'est aussi être capable de repérer des informations qui étaient au préalablement cachées. C'est que la génération d'un nouvel article soit capable de pouvoir dire tiens, attention, voilà dans quelle direction il faut aller quand on analyse ce genre d'article. Cette information-là, derrière, elle ne reste pas comme ça. C'est là où on est sur un modèle hybride, parce que derrière, il y a des décisions à prendre sur comment je qualifie cette information et comment je la rends disponible. Donc la première étape, c'est vraiment du machine learning, quotidiennement être capable d'aller chercher ces informations-là. Et puis après, c'est un travail d'analyste qui va prendre, certes, encore une fois, les notions de sanctions et de liste de personnalités politiquement exposées, qui sont assez faciles à trouver, hein, elles sont publiques, ça ne bouge pas beaucoup, nos 577 députés, il n'y a pas un énorme va-et-vient de députés, même s'il y a des petites tendances. Les listes de sanctions sont relativement stables, sont assez redondantes d'ailleurs, hein. On peut voir que d'un organisme de sanctions à l'autre, on retrouve à peu près les mêmes noms assez facilement. Par contre, les negative news, c'est un autre sujet et on vient d'en parler. L'autre étape derrière, c'est comment je l'exploite. Parce que c'est bien beau d'aller récupérer l'information, mais tous les risques ne sont pas les mêmes. Je parle en termes bancaires, dans ce qui nous concerne. Ne pas payer ses impôts, c'est pas bien. Pour autant, est-ce que ça représente le même risque pour la banque que le financement du terrorisme? Être accusé de ne pas avoir payé ses impôts il y a 8 ans et avoir été blanchi depuis, est-ce que c'est le même niveau de risque que de ne pas avoir payé ses impôts l'année dernière et d'avoir été condamné en justice pour ça? C'est un niveau de risque différent. Donc la croisée et le travail de nos analystes, aidés par le machine learning, c'est d'être capable de croiser des listes de sanctions, des personnalités politiquement exposées, de l'adverse média, avec une 60aine de typologies de risques et 25 niveaux de risque, de l'allégation à l'acquittement, en passant par toutes les couleurs au milieu. Et c'est parce qu'on va agréger tout ça, aidé par le machine learning et le travail de nos analystes, qu'on va avoir une information structurée, organisée, qui ressemble à ça. Alors volontairement, c'est une personnalité politiquement exposée, donc on a volontairement flouté l'ensemble des informations. C'est une femme. Il n'y a aucun lien de cause à effet, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Mais effectivement, voilà à quoi ça ressemble. On va retrouver des informations de type alias. Nous sommes une population très latine avec plusieurs prénoms, éventuellement plusieurs noms de famille. Certains sont liés à notre état civil, d'autres sont liés à notre usage. Ça peut être intéressant d'aller récupérer cette information quand je veux me renseigner sur quelqu'un. Ça peut être intéressant aussi de mesurer
quel est le niveau de risque. Et c'est la croisée de la typologie de risque et du niveau de risque, illustrée par un article, des informations de type date, qui va me permettre derrière de prendre des décisions. Et puis, si je peux avoir une photo, c'est mieux. Quand c'est une personnalité politiquement exposée, avoir la liste des personnes qui lui sont liées, c'est aussi ça a aussi du sens. J'ai souvent coutume de dire que, par exemple, dans notre base de données, on gère à peu près 10 millions de profils. Dans notre base de données, vous avez trouvé Nelson Mandela, qui est décédé depuis presque 5 ans maintenant. Pour autant, le dernier événement lié à la fiche du profil de Nelson Mandela date de 2017, parce qu'une personne qui est liée à Nelson Mandela a 2-3 petits problèmes, et ça a du sens d'être capable de continuer à suivre ce genre d'informations, malgré le décès de la personne consacrée. Et puis, on essaye de faire, en tout cas sur un certain nombre de profils, la majorité d'entre eux, ce qu'on appelle une notion de riscographie, qui est un petit paragraphe de 3-4 lignes, qui est rédigé par nos analystes, qui permet d'avoir une température de quel est le risque lié à cet individu. Essayons d'aller un peu plus loin. Mais voilà. À quoi ça sert tout ça? C'est bien beau de parler d'automatisation, j'ai parlé beaucoup d'automatisation en amont. Maintenant, il y a aussi une automatisation en aval, en utilisant les mêmes critères, les mêmes outils. Ça peut être au niveau de l'onboarding. Beaucoup de fintech adorent travailler avec RDC pour cette raison-là. Quand je suis une fintech, si je fais plus de 5 clics, si je propose plus de 5 clics et plus de 2 minutes pour faire un onboarding de client, j'ai perdu le client. Pour autant, j'ai un certain nombre de choses réglementaires à voir, vérifier son identité, on en a parlé, et puis là, vérifier son background. Un contrôle instantané du background de la personne, ça a énormément de sens à ce niveau-là. Et effectivement, en utilisant une API, vous allez interroger RDC et vous allez avoir instantanément, en moins d'une seconde, s'il y a quelque chose sur cette personne, et s'il y a quelque chose, quoi. Mais après, c'est aussi chez des clients existants. C'est bien beau de temps en temps d'aller screener des profils, se poser la question de quel est le background de cette personne. Pour autant, entre deux périodes de screening, qu'est-ce qui se passe? Le monde évolue, hein. Encore une fois, on n'est plus en 56K. On va un tout petit peu plus vite. Les gens bougent. Donc comment on fait? Ça permet aussi de faire du monitoring quotidien. Ça permet de confronter en permanence votre portefeuille client avec notre base de données. Notre base de données, pour donner des grands chiffres, c'est 10 millions de profils aujourd'hui et c'est 10 000 modifications par jour. 10 000. 10 000 événements nouveaux. Ça veut dire des nouveaux profils ou des profils existants qui sont amendés. 10 000 profils par jour amendés. Tous les jours, il se passe quelque chose dans le monde dans votre portefeuille de clients. Comment le savoir? Si vous faites un screening une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans. Bonne question. Quel risque vous prenez? Quelle exposition vous prenez? Et puis, parce que tous ces éléments qui constituent la fiche sont autant d'outils d'analyse et de filtre de l'information, on va pouvoir travailler fortement sur la réduction du faux positif. Effectivement, le premier intervenant l'a cité, le deuxième également, le nombre de faux positifs qui sont liés aux listes de sanctions et aux listes de personnalités politiquement exposées que vous utilisez aujourd'hui. C'est normal, parce que l'information que ces données-là, que ces outils-là vous donnent, c'est des informations élémentaires de type article. Quand vous tapez le nom de quelqu'un, combien d'articles sortent dans ces outils-là? Vous tapez le nom dans RDC, un seul article va sortir, lié au contexte, lié au problème. Un profil. C'est comme ça qu'on réduit fortement les faux positifs. Je vais juste aller un tout petit peu plus loin. On sait faire du whitelisting conditionnel. Je ne veux pas être embêté par les news sur telle entreprise parce que c'est une entreprise de confiance, sauf si tel événement arrive. Et puis le dernier sujet, c'est que nos propres analystes, ceux qui constituent les profils, peuvent travailler pour vous également. Ils peuvent travailler pour vous de manière à recevoir les alertes en premier ressort, éliminer le nombre de faux positifs basés sur vos règles de gestion, et à partir de ce moment-là, ne vous renvoyez que les alertes sur lesquelles vous devez investiguer et faire votre travail de prise de décision. Alors, l'idée derrière tout ça, si je reviens sur l'analogie de l'automatisation, c'est aujourd'hui, on est à peu près dans ce niveau-là quand on parle des bad news. Ce que je vous propose, c'est dès maintenant, dès aujourd'hui, de monter à ce niveau-là d'automatisation. Là, tout de suite. Il suffit de se voir sur le stand S4. Et puis, parce qu'on va travailler ensemble, on va pouvoir bouger un petit peu plus sur le curseur vers la droite, aller un petit peu plus loin. Dès demain matin, allez après-demain parce que je suis généreux. Puis, n'oubliez pas une chose. C'est pas en espérant faire toujours et encore la même chose, toujours et encore utiliser les mêmes process et les mêmes solutions, que le résultat va changer.
Je vous remercie.